Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. L'histoire des ducs de Lorraine, partie 5. Du duc Antoine à la régence du duc Charles III. Durant le XVIe siècle, le duché de Lorraine se trouve au centre de deux conflits majeurs. D'abord, celui Est-Ouest, entre le royaume de France, de François Ier, et l'empire Habsbourg de Charles Quint. Et ensuite, Nord-Sud, des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Quand le duc René II meurt le 10 décembre 1508, il laisse derrière lui une veuve, Philippa de Gueldre, et 5 fils, Antoine, Claude, Jean, Louis et François, qui furent élevés à la cour du roi de France Louis XII en compagnie du futur roi François Ier. Bien que le duc Antoine ait déjà 19 ans, sa mère tente de revendiquer la régence. Mais les États généraux de Lorraine récusent sa prétention en déclarant qu'Antoine était en âge compétent et qualifié pour être hors de tutelle. L'affaire est pliée. Son deuxième frère, Claude, qui a 13 ans, hérite des possessions françaises de René II et il devient baron de Joinville, de Mayenne, d'Elbeuf, d'Harcourt et de Boves. Il fut naturalisé français par le roi Louis XII en 1506. En 1513, il épouse Antoinette de Bourbon-Vendôme. Son troisième frère, Jean, devient évêque de Metz dès 6 ans, de 1505 à 1543, puis en 1548 jusqu'à sa mort en 1550. Son quatrième frère, Louis, est élu évêque de Verdun de 1508 à 1522. En 1509, le duc Antoine confie le duché de Lorraine et de Bar à sa mère Philippa de Gueldre et à l'évêque de Toul, Hugues des Hasards. Le duc Antoine fait donc confiance au hasard. Drôle d'idée. Comme par hasard. Pendant qu'il part accompagner le roi Louis XII dans les campagnes d'Italie, dont le but est de reprendre au roi d'Aragon le royaume de Naples, pour lequel Louis XII se présente comme le successeur des droits du roi René Ier. Il prend part à la bataille d'Agnadel le 14 mai 1509, où les armées françaises battent la République de Venise. Après la mort de Louis XII, le duc Antoine assiste au sacre du nouveau roi de France, François Ier, et il l'accompagne dans sa première campagne d'Italie, qui est donc la 5e guerre d'Italie de la France. Ainsi, le duc Antoine et ses frères Claude, Louis et François participent à la bataille de Marignan les 14 et 15 septembre 1515. 1515 Marignan! Mais 1515, c'était pas tant. Qui oppose François Ier, allié cette fois à la République de Venise, contre le duché de Milan et la Suisse. Par cette victoire, le Milanais est réannexé aux États de François Ier, et une paix perpétuelle est signée avec la Confédération helvétique. En récompense pour son héroïsme, Claude de Lorraine, qui était déjà les chansons du roi François Ier, reçoit le comté de Guise. Il recevra le titre de duc de Guise en 1528. Il faut rembobiner le magnétoscope. Le duc Raoul se remarie en 1334 avec Marie de Châtillon, fille de Guy Ier de Châtillon, comte de Blois et de Chartres. Par son mariage, Marie de Châtillon porte en dot les seigneuries de Boves et de Guise. Et c'est ainsi que le comté de Guise, en Picardie, est réuni à la Lorraine. En 1520, Claude combat pour la France contre les Anglais en Picardie, puis contre les Espagnols à Fontarabie, au Pays basque espagnol.
puis à nouveau contre les British dans le nord de la France, à Bapaume et à Hesdin. Le duc Antoine épouse en 1515 Renée de Bourbon-Montpensier, sœur du connétable Charles de Bourbon, fille de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, en Auvergne, qui apporte en dot le comté de Mercœur, en Corrèze, qui est entre Aurillac et Brive-la-Gaillarde. Elle donne naissance au futur duc François Ier en 1517. Puis à Anne en 1522, qui épousera d'abord René de Châlons, prince d'Orange, puis Philippe II, duc de Croix-Herschot, et enfin à Nicolas en 1524, qui deviendra évêque de Metz et de Verdun, puis comte de Vaudémont, et enfin duc de Mercœur, et futur régent de Lorraine. Les idées de la réforme protestante, prêchées par Martin Luther depuis 1517, commencent à pénétrer dans la République de Metz. La même année, l'évêque Jean de Metz devient aussi évêque de Toul de 1517 à 1524. Il le sera une deuxième fois de 1532 à 1537 et une troisième fois de 1542 à 1543. Jamais 203. Et comme on ne prête qu'aux riches, Jean de Lorraine est créé cardinal l'année suivante, en 1518, à l'âge de 20 ans. Leur mère, Philippa de Gueldre, entre dans les ordres le 15 décembre 1519, dans le couvent des Clarisses de Pont-à-Mousson, et il y commande un magnifique retable à un atelier anversois qui se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson. Le 26 décembre 1523, le duc Antoine publie un édit interdisant tout prosélytisme luthérien, et il saisit leurs documents. Et la même année, son frère Jean devient en plus évêque de Verdun de 1523 à 1544. Il est donc l'évêque des 3 évêchés, Metz, Toul et Verdun. L'année suivante, en 1524, une insurrection paysanne, appelée la révolte des Rustots, ou Deutscher Bauernkrieg, en allemand la guerre des paysans allemands, se déclare en Alsace et en Lorraine. Le duc Antoine doit y faire face. En effet, plus de 300 000 paysans dans le sud-ouest du Saint-Empire romain germanique se révoltent contre leurs conditions de vie, qu'ils considèrent contraires aux idéaux évangéliques. Un chrétien est le maître de toutes choses et n'est le sujet de personne, écrit Martin Luther dans La liberté du chrétien en 1520. Mais comprenant avec horreur la lecture anarchisante que les paysans font de sa réforme, ce qui affaiblit les seigneurs qui le défendent, Martin Luther les condamne violemment dans son Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans, en 1525, où il affirme « Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. » Alléluia ! Ici, c'est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi, l'autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. Alléluia! C'est pourquoi, cher Seigneur, poignarder, pourfender, égorger, à qui mieux. 100 000 paysans seront ainsi tués. François Ier se lance dans sa seconde campagne d'Italie, qui est la 6e guerre d'Italie du royaume de France, depuis Charles VIII. Celle-ci l'oppose à Charles Quint, roi d'Espagne, de Naples, des Pays-Bas, archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique, le Serge. En septembre 1523, le connétable Charles de Bourbon, chef des armées de France, et donc beau-frère du duc Antoine, trahit François Ier et s'allie à Charles Quint.
Crime de haute trahison, comme dit François Asselineau. Nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figuraient dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle. Donc nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Les troupes françaises sont vaincues en Lombardie et doivent se retirer, en abandonnant leurs pièces d'artillerie en avril 1524. En juillet 1524, l'ex-connétable Charles de Bourbon, à la tête de l'armée espagnole de Charles Quint, envahit la Provence, annexée au royaume de France depuis la mort de Charles V d'Anjou, neveu de René Ier. Heureusement, leur siège de Marseille échoue. De la planète Marseille, elle-même a subi des tentatives d'invasion avec l'envahisseur maudit soit-il. Et une contre-offensive française, à laquelle participent 3 frères du duc Antoine, Claude de Guise, Louis de Vaudémont et François de Lambesc, repasse les Alpes et Milan est reprise le 26 octobre 1524. L'ex-connétable et ses Espagnols se réfugient à Lodi et à Pavie. Les troupes françaises assiègent Pavie. Une armée de secours envoyée par l'empereur Charles Quint arrive. Fin janvier 1525. Et l'assiégeur est assiégé durant 3 semaines. C'est comme l'arroseur arrosé, sauf que les arrosoirs sont remplacés par des sièges. LOL. L'armée française perd 10 000 soldats, dont 5 000 mercenaires suisses, dont le baron François de Lambesc, frère du duc de Lorraine, qui était à la tête de la bande noire des lansquenets flamands, renégats envers Charles Quint, et qui sont vaincus par les troupes plus nombreuses des lansquenets impériaux commandés par Georg von Frundsberg. Le roi de France, François Ier, est fait prisonnier sur le champ de bataille par Charles Quint. L'autre frère du duc, Louis de Vaudémont, tentera sans succès de libérer le roi de France pendant le transfert du roi prisonnier hors du Milanais. Enfin, la mère de François Ier, Louise de Savoie, régente de France, prend Claude de Guise comme son conseiller militaire. À partir de 1525, le duc Antoine préfère rester neutre dans les guerres qui opposent François Ier à Charles Quint. En Alsace, les paysans protestants insurgés prennent Saverne, dans le Bas-Rhin. Puis, ils tentent de s'emparer de Saint-Dié-des-Vosges. En mai 1525, les paysans du pays de Bitche se soulèvent à leur tour. Afin de rétablir l'ordre et le catholicisme sur ces terres, et pour empêcher la propagande du luthérianisme, le duc Antoine doit réunir rapidement une armée, le 4 mai 1525 à Nancy, comptant 12 000 à 15 000 hommes, est composée de gentilshommes lorrains et de mercenaires, des lansquenets du Saint-Empire romain germanique, des fantassins espagnols et des cavaliers d'origines diverses. Le duc Antoine est rapidement rejoint par son frère Jean, alors évêque de Metz et de Verdun et archevêque de Narbonne depuis 1524, par son frère Louis, comte de Vaudémont, revenu de la défaite de Pavie, par Hector d'Élie Rochefort, nouvel évêque de Toul, et par Jean-Louis, comte de Nassau-Sarrebruck. L'armée du duc Antoine pénètre en Alsace, prend le château de Hobart, ou Horbach en allemand, près de Saverne, le 14 mai 1525, brûle Substein le 16 mai et prend Saverne le 17 mai. Après avoir pillé Saverne, l'armée ducale se tourne vers Marmoutier et sa célèbre abbaye, puis vers Molsheim. Dans le secteur de Cherwiller et de Châtenois, l'armée massacre des troupes de Rustaud le 20 mai 1525. Le duc Antoine regagne Nancy le 24 mai 1525. Malgré cette tournée guerrière en Alsace,
le duc devra promulguer d'autres édits anti-protestants. Cet épisode vaut à Claude, comte de Guise, le surnom de Grand Boucher. Cette guerre n'avait pourtant pas été complètement éteinte d'un seul coup. D'autres bandes de luthériennes, ramassis d'Allemands et de Suisses, se retranchaient en même temps dans un village nommé Chénouville, aux environs de Sélestat. Guise les fait d'abord reconnaître et informer qu'elles viennent de s'établir dans la vallée voisine à laquelle une ceinture de montagnes, de marais, de haies et de buissons sert de défense, il n'hésite pas à marcher contre elles le 18 mai. S'emparant de vive force, à l'approche de la nuit, du village qu'elle avait d'abord occupé, il l'incendie, puis passe au fil de l'épée ceux qui étaient demeurés à la garde des bagages, et pousse droit au camp protégé par quelque artillerie. Celle-ci, mal pointée, ouvre un feu plus nourri que nuisible. Ces boulets passent au-dessus de la tête des soldats de Guise, qui font aussitôt sur les pièces, enveloppent les bataillons ennemis et leur fait essuyer une déroute nouvelle et définitive. Près de 15 000 de ces paysans avaient encore péri, tant à Chénouville que dans la vallée. Le jeune comte de Vaudémont s'était glorieusement signalé dans ces journées. Reçu chevalier par son frère avant le combat, il avait eu son casque brisé à coups de hallebarde. Et ayant échangé son épée contre une pique, avec cette arme plus meurtrière, il avait produit un terrible carnage autour de lui. Guise venait encore une fois de rendre le plus important service au royaume. Il venait surtout de prendre une position particulière et marquante, de fixer un point de départ décisif pour lui et pour sa race, en frappant de son chef, sans instruction du gouvernement, les premiers coups que le protestantisme devait recevoir en France, circonstance souvent rappelée, avec plus ou moins d'exaltation, par les panégyristes de cette famille, et qui valut dès lors à Claude de Lorraine le surnom de Grand Boucher, de la part des hérétiques, exaspérés par la perte de près de 40 000 hommes que ces armées leur avaient causé dans une si funeste expédition. Le cardinal Jean de Lorraine avait, en cette courte campagne, accompagné aussi son frère, avec le commissaire apostolique et plusieurs gens d'église qui tendaient les mains au ciel pendant que les autres les étendaient sur ces troupes protestantes, et tous, au retour, passèrent à Saint-Nicolas pour rendre grâce à Dieu. Le Parlement de Paris, pénétré d'estime et de reconnaissance pour le comte de Guise, lui écrivit officiellement à la suite d'une solennelle délibération, pour le féliciter sur cette victoire qui lui assurait une renommée immortelle. De son côté, le pape Clément VII adressa, le 21 juin, des lettres analogues à Guise et à Vaudémont. Mais le conseil de régence reprochait à Claude de Lorraine d'avoir témérairement exposé la totalité du petit nombre des troupes réglées alors disponibles dans le royaume, et seul capable de résister à une invasion possible, assez invraisemblable au surplus, du côté de la Provence. Quoi qu'il en fût des ombrageux motifs de ce blâme, le péril le plus imminent venait d'être ainsi néanmoins écarté, et de laisser plus de latitude à Louise de Savoie pour travailler à dissoudre la coalition pour négocier la liberté de son fils, et lorsque Charles Quint eut consenti à relâcher le roi, le comte de Guise, en raison de sa haute réputation, fut particulièrement désigné comme l'un des 12 principaux personnages du royaume. Histoire des ducs de Guise, par le marquis René de Bouillé en 1849, tome 1, pages 83 et 84. La régente Louise de Savoie négocie et obtient la libération de son fils, le roi François Ier, par le traité de Madrid du 14 janvier 1526. Comment résumer ce traité? Promettre tout, puis renier tout. Quand je chante ma galère, voilà l'air. Quand je chante ma galère, ça fait la l'air. François Ier saisit tous les biens
héritière des Bourbons en France, et les donne à sa mère. À la mort de Louise de Savoie en 1531, ces vastes domaines entreront dans le domaine royal. Puis, le roi nomme en 1526 Claude, comte de Guise, comme grand veneur, c'est-à-dire chargé d'organiser les chasses royales. Cet honneur restera dans la famille des Guises jusqu'en 1602. Ensuite, le roi érige en 1528 le comté de Guise en duché et en pair de France. Claude, duc de Guise, est aussi nommé gouverneur de Bourgogne, en plus de sa charge de gouverneur de Champagne. Tant d'honneur et de faveur à un prince d'origine étrangère fait grincer des dents le Parlement de Paris, mais il dut se soumettre aux désirs du roi. En 1527, le duc Antoine fiance son fils aîné et héritier, le futur duc François Ier, qui était le filleul du roi François Ier, à la princesse allemande Anne de Clèves, de son vrai nom en allemand, Anna von Jülich-Kleveberg, dont la famille est divisée entre son père, Johann III, converti au luthérianisme, et sa mère, Maria von Jülich, restée catholique de stricte observance. Le futur duc François Ier a alors 10 ans, et sa fiancée, Anne de Clèves, en a 12. En raison du désaccord religieux, et prétextant le trop jeune âge des fiancés, le duc Antoine annule les fiançailles de son fils aîné en 1535. Anne de Clèves sera une des nombreuses épouses de Henry VIII d'Angleterre. Elle se convertira à l'anglicanisme en 1540, avant de finalement se reconvertir au catholicisme sur les ordres de la reine Mary Ier, fille du roi Henry VIII en 1553. Louis de Vaudémont participe à la troisième campagne d'Italie de François Ier contre Charles Quint. Durant cette 7e guerre d'Italie, l'ex-connétable Charles de Bourbon, beau-frère du duc Antoine, meurt en attaquant Rome le 6 mai 1527. La ville éternelle est alors pillée par sa soldatesque durant plusieurs jours. Pendant le sac de Rome, l'armée française se rend dans le royaume de Naples et assiège sa capitale en avril 1528. Les Français sont obligés de se retirer à cause d'épidémies de malaria, de typhus et de dysenterie. Puis ils sont obligés de capituler à Caserte le 15 août 1528. Louis de Vaudémont tombe malade pendant le siège et meurt de la peste à l'âge de 28 ans, le 23 août 1528. Une dernière défaite à Londriano, le 21 juin 1529, fait perdre le duché de Milan à François Ier. Pour lutter contre l'empereur Charles Quint, le roi François Ier fait alliance avec le sultan et calife Soleiman Ier le Magnifique, à partir de 1533, et un traité militaire, commercial et religieux, appelé capitulation, car divisé en capitules, c'est-à-dire en chapitres, est signé le 13 février 1536. Cette alliance entre la France et l'Empire turc ottoman durera jusqu'à la campagne de Napoléon Bonaparte contre l'Égypte en 1798. De son côté, le cardinal Jean de Lorraine, déjà évêque de Metz, de Toul, de Verdun et archevêque de Narbonne, qui n'a toujours pas peur du cumul des mandats, lol, ajoute à son escarcelle l'archevêché de Reims en 1533, l'évêché d'Albi en 1535, l'archevêché de Lyon en 1537 et l'évêché d'Agen en 1538. N'en jetez plus la coupe pleine. Alors, en 1537, le puissant cardinal Jean de Lorraine offre l'archevêché de Lyon au cardinal italien Hippolyte II d'Este, déjà archevêque de Milan, par népotisme de son oncle Hippolyte Ier d'Este depuis 1519, et qui accumulera encore d'autres diocèses, Tréguier, Autun, Narbonne, Auch, Arles et Maurienne. L'année suivante, en 1538, le cardinal Jean offre par népotisme l'archevêché de Reims
à son neveu, le cardinal Charles de Guise et de Lorraine, âgé de 13 ans. Puis, c'est d'ailleurs son propre neveu, le cardinal Louis II de Guise et de Lorraine, qui lui succédera de 1574 à 1588. Puis, il y aura son neveu, le cardinal Louis III de Guise, de 1605 à 1621, puis son neveu, Henri II de Guise, de 1629 à 1641. Et en parlant des Guises, le père du cardinal, Charles, nouvel archevêque de Reims, Claude, duc de Guise, se porte au secours du maréchal Robert III de la Marque, dit Fleurange, en septembre 1536, qui est assiégé à Péronne en Picardie par Philippe Ier de Nassau, au nom de Charles Quint. Avec 400 arquebusiers et un corps de cavalerie, le duc de Guise repousse l'assiégeur, et Philippe de Nassau lève le siège le 11 septembre 1536, en incendiant plusieurs villages. Ce coup d'éclat vaut une grande popularité au duc de Guise. Le 20 juin 1536, Charles de Gueldre meurt. Charles Quint envahit et annexe les duchés de Gueldre et de Juliers, c'est-à-dire Jülich. Sa sœur, Philippa de Gueldre, revendique l'héritage de son frère, et le duc Antoine en fait de même en ajoutant à son blason les armoiries de Gueldre et de Juliers. En 1539, en signe de paix, Charles Quint est autorisé par François Ier à traverser la France depuis l'Espagne pour châtiller les insurgés de Gand, en Belgique. Le duc Claude de Guise se porte à sa rencontre à Orléans, accompagné de 400 cavaliers pour l'escorter. La même année, le roi François Ier souffre d'une grave maladie. Claude de Guise, sans doute poussé par son frère le cardinal Jean de Lorraine, prend le parti du dauphin Henri II et de sa maîtresse Diane de Poitiers. Le monarque n'apprécie guère ce rapprochement et commence à se méfier de la famille de Guise. De plus, la double autorité de Claude, comme gouverneur de Champagne et de Bourgogne, continue de faire des jaloux. Alors, le souverain lui retire le gouvernorat de Bourgogne. Les années 40 du XVIe siècle marquent un tournant dans les conflits entre la France et l'Allemagne. Les champs de bataille quittent l'Italie vers le nord. Dans cette perspective, le duc Antoine tente de mener une politique de neutralité pacifique entre la France de François Ier et l'Allemagne de l'empereur Charles Quint. C'est ainsi qu'il fait épouser à son fils aîné et héritier, le futur duc François Ier, le 10 juillet 1541, une nièce de l'empereur Charles Quint, Christine de Danemark, fille du roi déchu Christian II de Danemark, de Norvège et de Suède, et d'Isabelle d'Autriche, sœur de l'empereur Charles Quint. Le couple a 3 enfants. Le futur duc Charles III de Lorraine en 1543, une première fille, Renée, en 1544, qui épousera Wilhelm V de Wittelsbach, duc de Bavière, de 1568 à 1597, et une deuxième fille, Dorothée, en 1545, qui épousera en premières noces le duc Éric II de Brunswick-Lundebung, de 1575 à 1584, puis en seconde noces, Marc de Rie de la Palue, marquis de Varamont et comte de la Roche et de Villers-Celles, de 1597 à 1598. En 1542, François Ier a son 4e conflit avec Charles Quint. C'est la 9e guerre d'Italie, qui se déroule sur 3 fronts en même temps. D'abord, une armée est envoyée contre le Milanais, commandée par Guillaume du Bellay. Ensuite, une armée est envoyée contre les Pays-Bas espagnols, commandée par le duc Charles d'Orléans, fils de François Ier. Et enfin, une armée est envoyée contre le Roussillon espagnol, commandé par le dauphin Henri II.
Après la prise de Montmédy par les Français, le duc Charles d'Orléans décide de rejoindre son frère le dauphin Henri II au siège de Perpignan. Il laisse alors le commandement de l'armée à Claude de Guise, qui réussit à contenir l'ennemi provisoirement. Pendant ce temps-là, au même moment, l'empereur Charles Quint ratifie le traité de Nuremberg, le 26 août 1542, qui officialise l'indépendance du duché de Lorraine par rapport au Saint-Empire romain germanique comme libre et non incorporé, ou incorporable, selon la version de Don Augustin Calmet. Traité de Nuremberg entre l'empereur et le duc Antoine 1542. Pendant cet intervalle, le duc Antoine passa la transaction de Nuremberg, qui règle les droits, prétentions et obligations respectives de l'Empire et du duc de Lorraine. Antoine exposait que son duché de Lorraine était un État libre et indépendant, quoique vassal de l'Empire, seulement pour quelques seigneuries particulières, que toutefois, depuis quelque temps, on le faisait souvent contribuer aux charges de l'Empire, et on procédait contre lui et contre ses sujets de la part des juges de la Chambre impériale, par appellation et mandement, ce qui ne s'était jamais pratiqué auparavant, comme il offrait de le prouver s'il était nécessaire. Et plus loin, cette transaction fut confirmée par l'empereur Charles Quint à Spire le 28 de juillet 1543 et insinuée à la Chambre impériale de Spire le 29 août 1561, renouvelée et confirmée par l'empereur Rodolphe à Prague le 2 janvier 1603. C'est ainsi que le bon duc Antoine veillait aux intérêts de ses États et à la tranquillité de ses sujets, pendant que le feu de la guerre désolait le reste de l'Europe. Dom Auguste Calmet, dans Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, tome 2, livre 31, colonnes 1191 et 1192. De son côté, le glouton cardinal Jean de Lorraine ajoute, le 18 août 1542, l'évêché de Nantes à la théorie de ses titres ecclésiastiques. Pendant qu'il tente de négocier avec la France et l'Allemagne qu'ils épargnent la Lorraine, le duc Antoine meurt de maladie, peu après, à 55 ans, le 14 juin 1544. Son fils, le duc François Ier, lui succède. Son oncle, Claude de Guise, doit faire face à l'armée de Charles Quint qui a envahi la Champagne en 1544 et s'empare de Saint-Dizier et de Joinville. Mais Claude préfère se retirer plutôt que d'affronter les troupes impériales sur ses propres terres. À partir de cette époque, Claude abandonne les armées qu'il confie à son fils aîné, François de Guise, et il se retire dans son château de Grand Jardin à Joinville. La duchesse douairière, Philippa de Gueldre, décède le 28 février 1547 à 82 ans. Le sculpteur lorrain protestant, Ligier-Richier, lui sculpte un magnifique gisant. Ligier-Richier utilise pour cela une technique qu'il a mise au point, l'encasticage, qui permet de donner au calcaire de Lorraine, avec un traitement à la cire, l'apparence du marbre. Philippa de Gueldre sera déclarée bienheureuse par l'Église catholique. Elle est la grand-mère du duc François Ier. L'oncle du duc François Ier, Claude de Guise, s'éteint le 12 avril 1550. Enfin, le cardinal multi-évêque Jean de Lorraine meurt le 18 mai 1550. Son neveu Nicolas, fils du duc Antoine et frère du duc François Ier, lui succède comme évêque de Metz et de Verdun entre 1543 et 1548. Mais laissons les morts enterrer les morts. Le duc François Ier continue la politique de neutralité pacifique entre la France et le Serge, et il sert d'intermédiaire entre les deux monarques pour négocier la paix de Crépy-en-Launois,
le 18 septembre 1544, qui met fin au 4e conflit entre François Ier et Charles Quint, la 9e guerre d'Italie. Maladie du duc François, sa mort en 1545. Quelques jours après, se sentant plus mal, les médecins lui conseillèrent de changer d'air. Il alla dans sa ville de Blamont vers la mi-avril, et y demeura environ 3 semaines. Sa santé, au lieu de se rétablir, s'affaiblissait de jour en jour, malgré les soins et l'habileté de ses médecins, dont les noms et la capacité sont connus encore aujourd'hui, comme Symphorien de Champier et Antoine de Poix, dont nous avons les savants ouvrages, sans compter Bouquet, Geoffroy et Morlaix, qu'on fit venir exprès pour les consulter sur la maladie. On manda aussi des médecins de Strasbourg et de Fribourg. On consulta par lettre les médecins étrangers de Dijon, de Paris et de Louvain. Et dans la diversité de leurs sentiments, on conclut qu'il fallait lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Lui faire prendre des bains chauds à Plombières, dans les montagnes des Vosges, proches de Remiremont. Il s'y fit transporter par des chaises à bras, car il ne pouvait souffrir la litière, depuis Blamont jusqu'à Remiremont, où il arriva le 14 de mai. Aussitôt, on envoya acquérir dans des tonneaux de l'eau chaude de Plombières, qui n'est qu'à 2 lieues de là, et il continua tous les jours à en user. Il prit les bains chaque jour jusqu'à la fête-Dieu, sans qu'il parût ni diminution ni augmentation dans son apoplexie. Mais le mercredi de l'octave de la fête-Dieu, après être sorti du bain, il se retrouva bientôt plus mal qu'à l'ordinaire, en sorte qu'à 1 heure après midi, on crut qu'il allait expirer. Il fut toutefois secouru, si à propos, que le jour suivant, il eut le loisir de faire son testament et de recevoir les sacrements de l'Église. Après quoi, il recommanda la duchesse Christine de Danemark, son épouse, au prince Nicolas, évêque de Metz, son frère. Il lui recommanda aussi, très particulièrement, les princes et princesses, ses enfants. Et enfin, le lendemain, vendredi 12 de juin 1545, il mourut sur les 4 heures après midi, en la 28e année de son âge, laissant 3 enfants. Charles, âgé de 3 ans, qui lui succéda. René, âgé de 19 mois, qui épousera Guillaume, duc de Bavière, et Dorothée, qui naquit 3 mois après la mort de son père, et qui fut mariée à Ernest, duc de Brunswick. Il fut universellement regretté de tous les États de Lorraine, comme un des meilleurs princes et de la plus grande espérance qu'elle eût eue depuis longtemps. Dom Auguste Calmet, dans Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, tome 2, livre 32, colonne 1275-1276. Le duc François Ier meurt après 1 an de règne à Remiremont le 12 juin 1545 à 27 ans, laissant une veuve et 3 enfants en bas âge. Son fils Charles III lui succède sur le trône, mais comme il n'a que 2 ans, c'est sa mère Christine de Danemark, pro-allemande, et son oncle Nicolas de Lorraine, fils du duc Antoine et petit frère du duc François Ier, pro-français, qui sont tous les deux co-gérants du duché de Lorraine. Dès novembre 1545, les États généraux de Lorraine autorisent la duchesse Christine de Danemark à exercer seule la régence, et elle adopte une politique favorable à l'empereur, son oncle, rompant ainsi la tradition de neutralité du duché. Face à la France du nouveau roi Henri II, fils du roi François Ier, la duchesse régente fait fortifier la citadelle de la Motte en Bassigny en 1548.
En 1549, Christine de Danemark crée une chambre des finances pour assainir la situation financière du duché. Nicolas, l'ex-corrégent, quitte ses évêchés en 1548 et prend le titre de comte de Vaudémont. Il se marie le 1er mai 1549 à Bruxelles avec Marguerite d'Egmont, avec qui il a eu Louise, qui se mariera à Reims le 15 février 1575 avec le roi de France Henri III. Une nouvelle guerre d'Italie, la 10e, débute en 1550 contre le pape Jules III et contre Charles Quint. Le 15 avril 1552, le roi Henri II fait son voyage d'Allemagne et il se rend à Nancy. Le roi de France impose sa protection aux 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun, parce qu'ils sont francophones, bien qu'il ait d'ailleurs poussé ses troupes jusqu'à Strasbourg, qui est alors germanophone. Henri II écarte de la régence la germanophile duchesse Christine de Danemark, et il confie la régence seule à l'oncle francophile Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont. Le roi de France arrache aux larmes de la duchesse son fils, le jeune duc Charles III, âgé de 9 ans, qui l'emmène à la cour de France pour lui donner une éducation conforme aux intérêts français. Bref, on croirait du Bernard-Henri Lévy, tellement ça pue le devoir d'ingérence. Quoi qu'il advienne, quels que soient les aléas qui puissent suivre cette intervention, l'intervention était juste. Christine de Danemark se retire dans sa demeure de Deneuvre, au sud de Baccarat. En mai 1552, son beau-frère, Nicolas de Vaudémont, l'informe de son souhait d'ouvrir les portes du duché aux armées impériales. Et des lettres qu'elle écrit à Charles Quint sont interceptées, après quoi le roi Henri II de France lui ordonne de quitter la Lorraine. Elle part d'abord à Célestat en Alsace, puis de là à Bruxelles. En octobre 1552, Charles Quint tente de reprendre les 3 évêchés et met le siège devant Metz. Mais la ville défendue par François de Guise, fils de Claude de Lorraine et duc de Guise, résiste à l'armée impériale qui finit par lever le siège en janvier 1553. Veuf en 1554, le régent Nicolas de Vaudémont épouse le 24 février 1555 au château de Fontainebleau Jeanne de Savoie-Nemours, une cousine du roi de France, qui sera une belle-mère attentionnée pour la duchesse Louise. Elle met au monde Philippe Emmanuel, qui sera duc de Mercœur, Charles, qui sera cardinal et évêque de Toul et de Verdun, Marguerite, qui épousera Anne de Joyeuse, et non, ce n'est pas un mariage de lesbienne, lol. Et François, qui sera marquis de Chaussin, dans le Jura. Le 22 janvier 1559, le roi Henri II force le mariage arrangé du duc Charles III, âgé de 16 ans, avec sa fille cadette Claude de France, âgée de 11 ans. Le duc est à l'occasion déclaré majeur et apte à régner, et il est autorisé à rentrer en Lorraine. La duchesse Claude de France mettra au monde le duc Henri II en 1563. Christine en 1565, qui épousera Ferdinand Ier de Médicis, grand-duc de Toscane. Le cardinal Charles en 1567, qui sera évêque de Metz puis de Strasbourg. Antoinette en 1568, qui épousera le duc Johann Wilhelm von Jülich-Kleveberg. Anne en 1569, qui mourra dès 1576. Le futur duc François II en 1572. Catherine en 1573, qui sera abbesse de Remiremont. Élisabeth en 1574, qui épousera le duc Maximilien Ier de Bavière, et Claude, qui meurt bébé. Bref, une vraie poule pondeuse.
L'ex-régent Nicolas de Vaudémont se retire alors de la vie publique et il devient collectionneur de tableaux, livres et armes de prix. Sa seconde épouse, Jeanne de Savoie-Nemours, meurt le 5 juillet 1568 à Nomny. Il se remarie donc le 15 mai 1569 avec une cousine du côté des Guises, Catherine, fille du duc Claude d'Aumale, fils de Claude de Lorraine et duc de Guise. Le roi Henri II meurt soudainement le 10 juillet 1559 d'un coup de lance accidentel à l'œil lors d'un tournoi organisé pour le double mariage de sa fille aînée, Élisabeth, avec le roi Philippe II d'Espagne, fils aîné de Charles Quint, et de la sœur du roi, Marguerite, avec le duc Emmanuel Philibert de Savoie. Le fils aîné de feu Henri II, François II, âgé de 15 ans, avec son épouse Mary Stuart d'Écosse, fille de Marie de Guise, fille de Claude de Guise, âgée de 16 ans, confie le gouvernement de la France au duc François de Guise et au cardinal Charles de Guise, archevêque de Reims et évêque de Metz. Le duc en noir s'occupe de l'armée. Le cardinal en rouge s'occupe des finances, de la justice et de la diplomatie. Charles, cardinal de Guise dont nous parlons, fit ses études à Paris, au collège de Navarre, après quoi il entra dans la cour du roi François Ier, où il vécut avec la sagesse, la retenue, la modestie et l'application convenable à l'état ecclésiastique, auquel il était destiné. Il aimait les lettres et les savants, et prenait un singulier plaisir dans leur compagnie, les invitant à manger à sa table pour avoir le plaisir de philosopher, disait-il, avec eux. Outre les langues, française et latine, il possédait parfaitement l'italienne et entendait l'espagnol. Il n'avait que 15 ans lorsqu'on lui donna l'archevêché de Reims, qu'il gouverna pendant 35 ans, durant lesquels il eut l'honneur de donner l'onction royale à 3 rois de France. Henri II en 1547, François II en 1559 et Charles IX en 1560. Le cardinal de Saint-Onufre, son oncle, le fit son coadjuteur pour l'évêché de Metz. Dom Auguste Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, tome 3, livre 33, colonne 37. Il avait acquis une si grande autorité dans le royaume qu'il ne s'y passait rien d'important sans sa participation. Les poètes de son temps lui donnaient le nom de Mercure à cause de son éloquence, et à son frère François de Guise le nom de Mars à cause de sa valeur. Dom Auguste Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, tome 3, livre 33, colonne 40. Pendant les premiers troubles des guerres civiles, comme les novateurs faisaient tous leurs efforts pour détourner la noblesse de la foi catholique et du service du roi, le cardinal de Lorraine menait toujours avec lui grand nombre de jeunes gentilshommes pour leur inspirer l'amour de la religion catholique et le respect pour sa majesté. Se servant à ce sujet d'une parole de l'Écriture, il dit que si leurs ancêtres sont menés en Babylone, leurs enfants demeureraient en Israël. Si les pères ont le malheur de tomber dans l'hérésie, il faut au moins conserver leur postérité dans l'Église et dans la fidélité à leur roi. Dom Auguste Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, tome 3, livre 33, colonnes 37 et 40. Et c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire des ducs de Lorraine. Et la prochaine partie, la partie 6, continuera avec l'histoire adulte de Charles III, puis de son fils Henri II. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!